Merci à vous. Cette fois-ci, effectivement, on va revenir à des choses beaucoup plus chirurgicales et également à des considérations oncologiques avec les résultats, puisque tout à l'heure, on a surtout parlé des aspects anatomie fonctionnelle et on va voir une application autre suite à la chirurgie de l'épilepsie essentiellement non lésionnelle, maintenant la chirurgie des tumeurs. Et dans les tumeurs, je vais un tout petit peu plus insister. Gliome de Bagrade, d'abord parce qu'ils sont très fréquents dans cette localisation, et deuxièmement parce que en 30 ans, j'ai pu mesurer l'évolution dans la compréhension de cette maladie. Notamment ce matin, j'étais très content d'entendre qu'enfin on disait que ce n'était pas une tumeur bénigne, qu'elle évoluait systématiquement et que malheureusement, si on ne faisait rien, on sait qu'elle se transforme en tumeur maligne et que globalement, les patients vont mourir dans des médianes de l'ordre de 6 à 7 ans. C'est de là qu'on est parti quand on a commencé ce type de chirurgie dans les années 90. Je réinsiste sur le fait, c'est important parce que maintenant on se met dans l'état d'esprit de on va aller au bloc opératoire puisqu'on a compris l'anatomie fonctionnelle, que chez ce patient, bien souvent avec un gliome de Bagrade qui mène une vie active et qui a une crise d'épilepsie, voire avec un incident talum, nous c'est peut-être un petit biais de recrutement, mais c'est quand même 15% de nos patients, il y a bien souvent des troubles préexistants, neuropsychologiques, si vous faites un bilan neurocognitif détaillé, dans plus de la moitié des cas, et comme vous voyez, beaucoup de langage, de mémoire, des fonctions exécutives, donc mémoire de travail, flexibilité mentale, mais aussi des aspects émotionnels et personnalité. Et c'est là où je fais le lien avec l'anatomie fonctionnelle qu'on a vue tout à l'heure, puisque je ne parle pas encore de chirurgie, mais simplement un état des lieux qui est variable d'un patient à l'autre et qu'il faut arriver à bien comprendre pour, comme j'avais dit, anticiper ce qui va se passer en fonction de ce qui s'est déjà passé lorsque on est amené à prendre en charge le patient. Donc, encore une fois, mais c'est important, il y aura 3-4 diapositives redondantes avec les précédentes, c'est fait exprès, c'est en cours. Pensez que la réorganisation a lieu en grande partie de l'autre côté. C'est vrai pour l'insula, mais c'est vrai pour de très nombreuses localisations concernant les gliomes de Bagrade du fait d'une évolution lente. Et encore une fois, pour répondre aussi aux questions qui ont été posées à la pause, soyez neuroscientifique dans la mesure du possible, oubliez totalement ce qui est écrit dans les livres d'histoire sur le localisationnisme, puisque ça n'a jamais existé, sauf dans l'imaginaire des neurologues et des neurochirurgiens qui ont commencé à cette époque-là, puisque sinon, tous mes patients seraient aphasiques, hémiplégiques, donc c'est un fait, mais il faut arriver à comprendre pourquoi. Et donc la meilleure façon, ça restera, en ce qui me concerne, de partir du principe de la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle, physiologique et a fortiori en cas de plasticité induite par des gliomes lentement évolutifs. Parce qu'on parle beaucoup de réorganisation des réseaux, d'accord, mais il faut les comprendre à l'échelon individuel et devenir à ce moment-là pratique. Et pratique, c'est réveiller les patients et faire une cartographie. Parce qu'on est en train de parler de gliomes diffus, même s'il y a des foyers de transformation maligne sont trop lésionnels, et je réinsiste sur le fait qu'on ne les voit pas. Donc le principe n'est pas d'enlever ce qu'il y a au milieu, évidemment tout le monde peut y arriver, on donne un petit coup de suceur, c'est facile, ça ne change rien sur l'histoire naturelle de la maladie. Vous n'allez rien apporter à votre patient si vous faites ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a 25 ans, tout était décrié, non, ça ne sert à rien d'opérer les gliomes, forcément on n'enlevait rien. L'important, c'est d'enlever ce qu'il y a autour. La zone péritumorale, dans la mesure du possible, en fonction des limites fonctionnelles, donc de la réorganisation qui a eu lieu avant, donc utilisation de l'imagerie. Oui, mais l'imagerie est fausse à l'échelon individuel. Encore une fois, c'est un spécialiste qui vous le dit. Vous ne pourrez jamais, en IRM fonctionnel, répondre à la question cruciale pour le neurochirurgien que nous sommes. Est-ce que cette activation est critique ou est-ce que je peux enlever? Et si j'enlève, il est évident que s'il y a eu une activation avant, c'est parce qu'il y a une participation de la région en question. Donc, je vais sûrement générer un déficit post-opératoire transitoire dont on a entendu parler ce matin. Que ce soit parce qu'il y a un gliome, que ce soit dans l'épilepsie non lésionnelle. Mais est-ce que le patient récupérera? Demandez à tous les neuroradiologues, à tous les neuroscientifiques impliqués dans l'imagerie fonctionnelle au monde, il n'y en a pas un qui puisse vous répondre à l'échelon individuel. Donc, pour un neurochirurgien qui maintenant va aller au bloc et ne fait plus de science, ça sert à
Rien. Pour le tenseur de diffusion, on l'a bien entendu ce matin, c'est les mouvements de molécules d'eau. C'est génialissime. J'ai probablement été un des premiers neurochirurgiens à l'utiliser, non pas au bloc opératoire, mais pour, on va dire, créer mon imagerie mentale. Et ça, c'était il y a 25 ans. Mais à l'échelon individuel, ça ne marche pas. Ce n'est pas la fonction. Et en 2001, vous savez sûrement, il faut que vous lisiez cet article pour le ressentir, pour vous en imprégner définitivement. 2021, il y a à peine 3 ans, de très nombreux experts, centres experts au monde, se sont réunis pour dire on va analyser un set de données, en particulier avec des choses aussi simples que le corticospinal et l'arcuate. Vous voyez, ce n'était pas la 5e couche du faisceau fronto-occipital inférieur. Ils n'ont jamais retrouvé les mêmes faisceaux de nos jours. Donc comment voulez-vous aller au bloc opératoire avec, je mets des faisceaux qui ont une superbe couleur, dans le nouveau Brain Lab qui coûte très cher pour rien, et en plus, non seulement c'est faux, mais ce n'est pas la fonction puisque c'est un mouvement de molécules d'eau. Enfin, il faut quand même avoir une dose d'inconscience pour penser que c'est la réalité. Et en plus, on le met dans une neuronavigation qui fait que si on fait une biopsie, ça ne va pas bouger beaucoup, mais si vous faites une lobectomie, comme ce que je vais vous montrer parce que j'ai cette habitude, vous avez 2 cm de shift à la fin. Et à la fin, c'est là où c'est le plus dangereux puisque c'est la connectivité, c'est la convergence des fibres, c'est la limite de la neuroplasticité. Donc, je voudrais voir un article qui montre avec du long terme à la fois les résultats fonctionnels et oncologiques, et pas post-opératoire immédiat de « j'enlève bien les tumeurs ». Je veux voir ce que ça donne 20 ans plus tard. Il n'y en a pas dans la littérature qui montre les deux. Ben, je veux vous montrer ces résultats. Comment on fait? On demande au cerveau de me parler. Je suis au bloc, il me dit « voilà où j'en suis dans la réorganisation fonctionnelle. On lève un tout petit peu plus, non, arrête-toi ». Puisque je vais m'arrêter selon des limites fonctionnelles, puisqu'il n'y a pas de limite tumorale, puisque c'est une tumeur diffuse, et puisque le but est d'enlever la zone péritumorale et pas le corps au milieu, sinon vous n'aurez même pas d'impact sur les crises d'épilepsie. Donc c'est à partir de là où effectivement, on va dire à la carte de qu'est-ce que vous voulez, ben, c'est totalement différent si on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est du tellement bon sens, à 40 ans versus de je suis à la retraite à 65 ans. C'est exactement finalement l'exemple qu'a pris professeur Fried juste avant, en disant maintenant je vais partir à la retraite à Miami, donc j'aimerais bien profiter de la qualité de vie. Mais il se trouve que comme j'opère et que je réopère les patients avec plus de 20 ans de recul, non seulement j'ai changé la courbe d'apprentissage, mais eux aussi. Parce que comme ils vivent, ben ils avaient 45 ans, et qu'ils voulaient à ce moment-là travailler beaucoup et que maintenant, 20 ans plus tard, ils disent « je m'en manque des fonctions exécutives, j'ai pas envie d'être totalement, entre guillemets, débile, mais d'un autre côté, c'est pas grave si j'ai pas une mémoire de travail qui soit optimale. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un plan s'il n'est pas individuel? Parce que même la psychologie des êtres humains change les années et les décennies passant. Et en plus, ça dépend de la culture. J'ai reçu donc 34 pays différents, des 5 continents différents. Vous imaginez bien que les souhaits sont totalement différents, pas qu'en fonction du patient, mais en fonction du patient dans son environnement, en disant « oui, mais vous vous rendez pas compte, si j'ai une héminopsie latérale homonyme, je peux pas conduire, alors que dans certains pays, c'est possible. » Et donc, si vous conduisez, ben, vous perdez pas votre métier, alors que si vous ne pouvez plus conduire, même si la cognition est parfaite, vous perdez votre métier. Donc, il y a une amputation majeure de la qualité de vie. Et pourtant, c'est une hémianopsie latérale gauche, alors qu'on a opéré au niveau de la région, mettons, temporo-occipitale droite, donc non dominante. D'accord, mais le patient a tout perdu. Et je ne vais pas m'amuser à ça avec les différents langages, avec les différentes considérations, on va dire, socio-économiques, parce que l'année dernière, pour la première fois, pendant la WNS, on a discuté avec Mitch Berger en session plénière, comme on a l'habitude de faire, et enfin, depuis longtemps, quand il s'agit de ce type de topic, et comme il va pas tarder à partir à la retraite, il m'a dit, enfin, il a dit donc à tout le monde, je me serais bien intéressé à la neurocognition si j'étais plus jeune maintenant, mais vous savez pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que toutes les rééducations dont on parle du faux pour la entre guillemets, le retour à la carte basé sur ce que souhaite le patient, ben c'est pas remboursé aux États-Unis. Point. Il fallait le dire depuis 20 ans. C'est pas la peine qu'on se crève le chignon pour des raisons
pseudo-conceptuel d'un côté ou neurochirurgical de l'autre. C'est juste parce que c'est pas remboursé dans le premier pays du monde. Donc, vous pouvez peut-être faire mieux que les Américains. Médiane de survie, quand j'ai commencé, 6 à 7 ans. Je vais vous montrer les résultats, on est à plus de 20 ans, et évidemment dans des localisations considérées comme étant inopérables, donc le neuroscientifique se transforme en neurochirurgien et fait de lobectomie très extensive, parce que c'est pas difficile techniquement, parce que je fais des dissections sopiales, parce que je ne coagule pas, vous le verrez dans les films tout à l'heure, y compris évidemment dans l'insula qui reste le topique. Vous remarquerez que sur bientôt 1000 gliomes diffus de Bagrade, je dis bientôt parce que ça change tout le temps en fonction des classifications. Ah oui, maintenant il faut enlever les wild type. Ah non, finalement on peut rajouter le IDH. Oh, c'est bon. J'en ai vu 6 différentes classifications qui se mettent d'accord une bonne fois pour toutes avant de nous expliquer ce qu'on a à faire, parce que les patients, eux, ils continuent à vivre. Ils sont pas au courant que ce qui s'appelait Toto il y a 15 ans s'appelle Titi maintenant. Ils s'en moquent. Donc les résultats, mortalité 0. Et encore une fois, on le fait avec pas de technologie. Je vais pas commencer comme tout à l'heure notre collègue à Los Angeles de finalement on a besoin d'un centre hyper développé d'un point de vue technologique. Je le fais avec un couteau, une fourchette, un aspirateur d'un côté et ma connaissance du système nerveux central, comme on l'a vu tout à l'heure, et évidemment avec une équipe. Ça coûte pas forcément très cher d'avoir un neuropsychologue et d'avoir un anesthésiste. Il faut savoir, humilité gardée, il n'y a pas 100% de bons résultats, moins de 1% de déficit permanent sévère, ce qui est quand même très très peu, surtout quand je sais que j'opère la plupart du temps des patients récusés ailleurs ou considérés comme étant non opérables. Ce que je pouvais comprendre il y a 20 ans, de nos jours ça devient un peu plus difficile quand même, parce qu'on sait que c'est possible et reproductible. C'est pas sur 20 patients, c'est sur plus de 1000. La préservation cognitive, dans 86% du temps, soyez systématique en faisant des bilans cognitifs avant-après, plus 10% d'amélioration. Alors peut-être aussi en ayant amélioré les crises d'épilepsie chez 80% des patients, puisque bien souvent c'est le symptôme révélateur. 94% de retour au travail, ce qui est unique dans l'ensemble de la littérature. C'est ça, le à la carte. Déjà parce que de toute façon, dans la littérature, au sens large, on a fait une méta-analyse il y a peu de temps qu'on a publié l'année dernière, il n'y a que 20 séries qui s'intéressent au retour au travail. C'est bon, il faut arrêter de faire des milliers d'articles sur la biologie moléculaire. À un moment donné, on a oublié, ah oui, on a quelqu'un face à nous qui s'appelle un être humain, un patient. C'est peut-être ça qu'on voudrait quand même savoir. Est-ce qu'on a été utile quand on a fait des interventions chirurgicales? Donc l'article qu'on vient de soumettre et qui sera pour la première fois dans l'ensemble de la littérature un article qui montre qu'on peut vivre plus de 20 ans parce que la médiane de survie n'est toujours pas atteinte. Donc ça va dépendre maintenant de ma longévité parce que je vais continuer à les surveiller en collection prospective. Mais avec, et ça c'est unique, 15 ans de préservation de qualité de vie, en sachant qu'après, ça chute pour pas mal d'entre eux, puisque la tumeur revient et qu'on peut finir par avoir le cumul, évidemment, de tous les traitements qui ont été donnés. 15 ans de vie normale, active, en travaillant. Donc, ce n'est pas incompatible avec la localisation insulaire, parce qu'encore une fois, 25 à 30%, vous voyez, ce matin, j'ai entendu 25% sur les localisations insulaires et ça montre qu'il y a un tout petit biais dans mon recrutement où, évidemment, on adresse sur moi un petit peu plus de patients avec cette localisation puisque je suis à peu près à un tiers. Mais dans tous les cas, c'est très fréquent. La question est pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'en occipital, c'est 5%. Et c'est valable aussi bien à San Francisco qu'à Montpellier. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas comprises dans le développement de ces gliomes diffus de Bagrade. Et là, il faut se réintéresser à l'anatomie, à la fonction, à la cytoarchitectonie, tout ce qu'on a vu ce matin, la voie dorsale, la voie ventrale, la profondeur, où est-ce que je m'arrête? Et évidemment, c'est votre connaissance anatomique, mais aussi les stimulations péropératoires. Je dis bien les stimulations, parce que là, je montre un tenseur de diffusion à visée didactique, mais au bloc opératoire, à l'échelon individuel, ça n'a aucune valeur. Pas moi qui le dis, c'est les spécialistes dans le tenseur de diffusion au monde. Donc connectez-vous vraiment à eux. Et vous allez voir qu'ils vont dire, mais vous opérez quand même pas sur la base de ce que je vous dis. Si.
C'est comme ça qu'on est arrivé, parce que je ne suis pas un chirurgien particulièrement brillantissime, mais que j'ai beaucoup de mal, comme je disais, à ouvrir les vallées sylviennes, et que ce matin, quand on a vu tous les vaisseaux qu'il y avait, ça me fait peur. Donc, j'ai toujours tout fait pour ne pas voir les vaisseaux. Ah ben ça marche. Donc, on passe à travers l'opercule. Pourquoi? Toutes les bonnes raisons. Et pas que à Montpellier, mais à San Francisco aussi. Parce que l'insula, elle est mieux exposée lorsque vous avez évidemment enlevé un opercule, qui soit temporal, pariétal, on va le détailler, ou la plupart du temps quand même beaucoup plus operculaire, parce que ces tumeurs sont souvent assez antérieurement situées dans l'insula, ce qui est plutôt une bonne chose. Surtout parce qu'il y a cette dissection soupiale que vous allez voir dans les films qui fait que vous ne manipulez jamais, je ne parle même pas de coaguler ou pas, les artères sylviennes et les branches. Parce que vous êtes protégé par la pimère. Et de toute façon, c'est quelque chose que je fais dans le cerveau partout. Je n'enlève jamais complètement mon monobloc. Je vais d'un gyrus à l'autre parce que c'est pas difficile. J'ai compris que d'un côté, il y avait la pimère. De l'autre, il y avait la pimère. Vous avez le gyrus, par exemple, frontal supérieur, frontal moyen. Et entre les deux, vous avez les vaisseaux. Et au lieu de coaguler en disant « Comment voulez-vous que j'enlève ?» je fais une dissection saupiale, je repasse de l'autre côté, je soulève et je garde tous les vaisseaux dedans. Je ne coagule jamais et je n'ai pas d'accident vasculaire cérébral. Oui, mais c'est des vaisseaux qui vont à la tumeur. Pas du tout. C'est des vaisseaux en pont. Or, qu'est-ce qui vascularise? Exactement ce qu'on ne peut pas enlever, puisque vous vous arrêtez selon des limites fonctionnelles. Donc, à la fin, quand vous avez un trou, une cavité, tout doit être tapissé sans interdit. Donc, si vous avez le moindre AVC à ce niveau-là, même focal, le patient ne va pas récupérer. C'est le minimal common brain. Donc, il faut le préserver comme la prunelle des yeux. Donc, il faut jamais avoir d'AVC. Troisième intérêt, parce que quand même, dans tous les exemples que j'ai pu voir, même ce matin, la plupart du temps, la tumeur n'est pas qu'insulaire pure. Bien sûr, ça peut arriver, mais c'est 15% dans mon expérience. Et que la plupart du temps, elle déborde sur les opercules. Alors ça, j'ai jamais compris, même dans le papier principal séminal de Gazi et Zarghil. J'ouvre la vallée sylvienne parce que je sais le faire, j'enlève la tumeur insulaire et après, je vais quand même enlever les opercules. Puisqu'il y a de la tumeur, le but, c'est quand même d'enlever la tumeur, enlevant l'opercule. Comme ça, je suis en train de laisser beaucoup moins de tumeurs. Comme ça, le patient va vivre plus longtemps, plus de 20 ans. Et comme ça, je vais y voir. Je ne comprends pas pourquoi on ouvre la vallée sylvienne. Je ne comprends pas pourquoi on ouvre une vallée sylvienne. Et qu'ensuite, vous allez voir les résultats. Je me suis contenté de faire une revue de la littérature avec une approche transsylvienne, 5 à 15% de déficit. C'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Y compris au BNI avec des grands spécialistes comme Spetzler quand il faisait de la tumeur et qu'il ouvrait la vallée sylvienne, 10% de séquelles. Moi, je suis pas un très bon neurochirurgien, j'en ai moins de 1% comme vous avez vu, parce que j'ai pas d'AVC. Donc, est-ce que vous voulez faire des choses techniquement complexes ou que vos patients aillent bien? Elle dit, oui, mais ça oblige à passer à travers le cerveau. Mais je suis chirurgien du cerveau, puisque je suis neuroscientifique. Donc, je sais où m'arrêter, puisque le cerveau va me le dire au fur et à mesure. Oubliez la chirurgie. Quatrième élément, et c'est exactement ce qu'on faisait il y a 15 jours, parce que vous pouvez apprendre sur un cadavre cette connectivité. Alors qu'apprendre à ouvrir une vallée sylvienne, de toute façon, vous ne pourrez pas. Donc, on peut faire toutes les simulations du monde avec la technologie, etc., etc. Si vous n'avez pas ouvert au moins 100 vallées sylviennes avec un haut niveau de reproductibilité, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Moi, je le sais, j'en suis pas capable. Mais par contre, vous allez sur un cadavre et vous disséquez les différents faisceaux, comme on le disait ce matin, on va les retrouver là à la fin. Ça, c'est sûr. Donc, on sait où s'arrêter. Et là, vous l'avez dans votre imagerie mentale. Donc, c'est reproductible. Et la courbe d'apprentissage par un Emmanuel Bandonnet, par exemple, à Paris, que j'ai cité ce matin, c'est que sur les 30 premières insulas qu'il a faites, il a eu 98% de bons résultats. Donc, la bonne nouvelle est que quand on est jeune ou quand on commence, si on a compris l'anatomie fonctionnelle, c'est reproductible. C'est peut-être pas la peine que je vous montre le film de dissection de cadavres, mais sachez qu'il y en a un, si jamais ça vous intéresse,
qu'on a publié il y a 2 ans dans World Neurosurgery, de façon à montrer la dissection au niveau de la région operculo-insulaire, également temporale, et de rejoindre si on faisait en paralimbique. Je continue dans mon argumentaire de pourquoi transcortical. Parce que de toute façon, il n'y a que des éléments positifs. Je n'allais pas trouver à l'inverse. Sauf juste, j'ai l'habitude d'ouvrir la vallée sylvienne. D'accord, mais on s'en moque. Ce que je veux, c'est les résultats pour le patient. Parce que la morbidité est réduite. Vous l'avez déjà dit. Non, de chirurgie éveillée maintenant. Là aussi, on a fait une méta-analyse. Et quand on est sous anesthésie générale, vous pouvez voir par vous-même, on retombe à 15% à peu près de déficit permanent. Je dis pas que tout le monde est hémiplégique, mais je dis qu'il peut y avoir des troubles du langage qui vous empêchent de revenir à une vie active, l'hémianopsie latéralomanie, enfin tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous réveillez le patient, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à moins de 3%, ce qu'on avait publié de toute façon déjà sous forme de stimulation méta-analyse dans JCO avec Mitch Berger et autres collègues il y a une quinzaine d'années. Donc, réveillons, et d'un seul coup, ça fera moins froid dans le dos quand on va dire « Ah ouais, mais si je veux avoir un accès à l'insula et que pour le coup, il n'y ait pas d'infiltration au niveau de la région operculaire, il faut bien que je traverse ce qu'on appelle Broca. » Oui, mais comme ça n'existe pas, et comme c'est des réseaux, on va s'adapter. Alors, il y a des fois, je peux passer à travers la pars opercularis, des fois la triangularis, des fois l'orbitaris, des fois, etc., etc. Comment savez-vous vous allez passer du faux? Je ne sais pas. Mais regardez l'IRM fonctionnelle, mais elle est fausse. Elle ne me dit pas ce qu'elle critique ou pas. Alors vous allez le savoir quand? En réveillant le patient, en stimulant. Oui, mais il y a des fois où vous n'avez jamais pu passer du faux. Jamais. 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 Donc, là maintenant, vous pouvez voir la diapositive de tout à l'heure, mais vous êtes au bloc opératoire. Et vous dites, c'est bon, j'ai accédé à travers l'opercule, dans tous les cas, au niveau de l'insula. Des fois, en y voyant moins bien que parce que j'ai pu moins enlever d'opercule, d'accord, mais c'est comme quand on ouvre une vallée sylvienne, de temps en temps, vous avez quand même beaucoup plus la jonction de Trollard-Labbé, d'accord, si c'est localisé postérieurement, vous allez être ennuyé quand même pour y voir. Donc, la voie dorsale phonologique articulatoire, la voie ventrale, ou le plus important, je l'ai déjà montré tout à l'heure, et ça, c'est l'essentiel, c'est où est-ce que je m'arrête maintenant que j'ai enlevé l'insula, puisque l'insula est compensable, puisqu'elle est compensée, sinon le patient irait très mal avant, puisqu'il y a une tumeur. On sait que c'est l'autre côté. Tout ça, on a compris, donc on n'est pas anxieux, donc on n'a pas besoin de tester 10 000 fonctions au sein même dans l'insula. Puisque de toute façon, on sait que ce petit cerveau, où il y a tout dedans, n'est critique pour rien, à condition que l'autre côté fonctionne. C'est le cas. Sinon, le bilan neuropsychologique serait vraiment trop mauvais avant l'intervention chirurgicale et le patient, on aurait fait le diagnostic avant même la crise d'épilepsie. Donc, vous voyez, tout est logique. À l'inverse, pourquoi réveiller du côté droit? Parce que je vais passer à travers, entre guillemets, structurellement, je me moque de moi-même, Broca à droite. Oui, mais là, on s'en moque du faux. Ben non, ça peut être beaucoup plus important que passer à travers Broca gauche. Parce que c'est là où vous pouvez avoir des troubles cognitifs majeurs ou des troubles de cognition sociale qui vont perdurer et qui fait que le patient ne reviendra pas à sa vie active. Qu'est-ce que vous allez faire du coup? Le multitâche en demandant au patient de bouger, de parler, en faisant un test de dénomination, mais d'association sémantique également. Il y a le chat, le chien, la voiture. Il est évident que le chat va avec le chien. D'accord, vous pouvez très bien stimuler, et le patient qui vous dit « chat avec voiture ». Il dénomme, il a montré, il bouge, mais il comprend rien. Comment vous savez qu'il comprend pas? Parce qu'on lui demande de s'auto-évaluer. Chat, chien, 1 à 6. 1, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, peut-être que vous êtes en train de stimuler. 6, je suis sûr. Et là, chat, voiture, 6. Il vient de dire une bêtise, il bouge, il parle, ils ne se rendent pas compte qu'il vient de dire une bêtise. Arrêtez-vous. Mais ça, c'est loin d'être rare en stimulant l'opercule du côté droit non dominant. Et ces patients ne seront pas phasiques et hémiplégiques et vous pouvez aller à Dabalanes en montrant le patient faisant ça, c'est parfait, il n'est pas hémiplégique, est-ce que je suis bon? J'aimerais bien savoir quand même quel est son bilan neuropsychologique 3 mois plus tard et comment il a vécu 10 ans plus tard. Ah oui, non, mais ça, c'est beyond the scope of the topic. Non. C'est l'essentiel de notre métier, rendre service aux patients sur le long terme. Ils veulent vivre plus longtemps et mieux. Donc,
méfiez-vous, du côté droit non dominant, donc réveillé. Et je vais vous montrer les résultats avant-après quand je faisais sous anesthésie générale versus sous anesthésie locale du côté droit. Et c'est là où s'arrêter en profondeur, où je ressors la diapositive de ce matin. Et là, vous êtes au bloc opératoire. Parce que beaucoup de collègues me disent « j'ai réveillé à droite, j'ai fait le test d'association sémantique, je stimule au contact de ce que je pense être life-off, il ne se passe rien. » Eh oui, mais parce qu'il sert à plusieurs choses et c'est modulable d'un patient à l'autre. Donc, il faut que vous disiez je suis pas loin de l'espace perforé, je vois très bien que je suis au contact de la temporale stem, je pense qu'il faudrait que je m'arrête, mais je stimule et ça fait rien. Eh ben, on va switcher, parce que ça intervient aussi dans la mentalisation. Et là, on va pas non plus faire un test d'association sémantique avec auto-évaluation en même temps que la reconnaissance des émotions faciales. Donc, on va dire, vous pouvez faire le test d'association, de reconnaissance faciale. Là, vous stimulez et c'était la joie et ça devient, je sais pas, ou bien la colère. D'accord, j'ai compris. Et là, tout le monde dans la salle va me dire a posteriori comment vous avez fait pour savoir qu'il fallait demander ce test à ce moment-là. Parce que je connais l'anatomie fonctionnelle. Ce que je cherche, c'est la voie ventrale sémantique qui est impliquée aussi dans la mentalisation de la théorie des neurones miroirs. Donc, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et comme je peux pas demander aux patients de faire les deux en même temps parce que physiologiquement c'est impossible, même en dehors du bloc opératoire, je vais dire, est-ce que vous pouvez switcher? Là, j'ai une réponse positive et je m'arrête. Oui, mais du coup, s'il y avait une IRM péropératoire, vous sauriez qu'il reste de la tumeur en profondeur. Mais je sais qu'il reste de la tumeur en profondeur. Ça s'appelle l'espace perforant antérieur. Je ne veux pas d'AVC. La fonction vous protège de l'anatomie. Et on ressort la diapositive de ce matin parce que cette fois-ci, on est vraiment au contact du faisceau fronto-occipital inférieur vers l'arrière du faisceau évidemment pyramidal, le somatosensoriel, la face latérale du noyau lenticulaire, tout ce qu'on a vu. Donc, tout devrait commencer à devenir tellement logique qu'on va aller vers les résultats, en sachant que j'ai un peu honte, j'ai pas réactualisé en 2023 pour les chirurgies insulaires, donc je dois être à peu près à 350 patients opérés d'un gliome de bas grade dans l'insula, c'est-à-dire probablement la plus grosse série au monde dans ce domaine du gliome de bas grade. Et ils n'ont rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il y a un peu plus de crises d'épilepsie rebelles au traitement médical dans les paralimbiques et pas les insulaires purs. C'est bien pour ça que j'en reviens, pour moi, il est vraiment, vraiment exceptionnel dans cette grosse série d'avoir un gliome de bas grade insulaire pur. C'est en gros moins de 20%. Plus de 80% sont déjà paralimbiques, donc passés de toute façon à travers l'opercule. La question ne se pose pas, puisque le but, c'est d'enlever de la tumeur. Les résultats. Les 50 premiers, je les ai opérés sous anesthésie générale, tout particulièrement du côté droit non dominant. Ça, c'était déjà donc il y a 25 ans, pour expliquer pourquoi. Puisque le premier article sur l'expérience préliminaire quand j'étais à la Salpêtrière, c'était en 2000. Donc, ça me rajeunit pas, mais ça explique pourquoi, à l'époque, j'en opérais quelques-uns sous anesthésie générale. J'avais tort. Ensuite, j'ai commencé à opérer systématiquement sous anesthésie locale en vertu de ce que je viens de vous dire. Ben oui, recherche de la connectivité, mais on comprend pas tout, puisqu'aujourd'hui, je vous fais une synthèse, mais on a découvert au fur et à mesure la pente de croissance de notre apprentissage, en sachant que c'est loin d'être fini. Au contraire, c'est que le début. Maintenant, j'allais dire, on a presque constitué le clavier. J'aime bien le dire comme ça. Maintenant, on a compris les touches. Mais vous pouvez jouer tous les concertos que vous voulez. C'est endless. Chaque patient est un nouveau concerto. Les résultats sur l'outcome, beaucoup, plus de 80% ont présenté des déficits transitoires post-opératoires. Transitoires, mais parfois impressionnants. In fine, pour rendre cette longue histoire la plus courte possible, plus de 98% de résultats favorables, en parlant spécifiquement, on est bien d'accord, là, pas de toute ma série de gliomes de bas grade, mais au niveau de l'insula. Donc c'est quand même très reproductible par un chirurgien qui ne sait pas trop ouvrir la vallée sylvienne, ce qui peut paraître paradoxal, et au contraire, c'est en changeant le concept que d'un seul coup, c'est devenu reproductible. Parce que le cerveau ne vous déçoit jamais. Donc, je réponds à la question, j'ai comparé, quand je faisais sous anesthésie générale, juste à droite, juste les insulas ou paralimbiques, avec sous anesthésie locale, dans cette deuxième période. Et là, donc, j'ai rapporté, il y a 2 ans, 150 gliomes de bas grade, donc série très homogène, à droite.
vous pouvez voir par vous-même. Certes, j'étais un petit peu plus jeune pour les 40 premiers, mais j'ai quand même eu 2 hémiparésies sévères. Et vous comprenez pourquoi? Parce que je ne savais pas où m'arrêter en profondeur à droite sous anesthésie générale. Ah oui, il y avait l'IFOF, mais on ne l'avait pas encore décrit. Et de toute façon, même si on l'avait décrit, je ne savais pas comment le repérer, puisqu'il n'y avait pas de fonctionnalité, puisque c'était à droite, ça ne servait à rien. Donc, je suis rentré dans l'espace perforé malheureusement, en endommageant des lenticules striées dans 2 cas, et voilà ce que ça a donné. D'un seul coup, je réveille, d'un seul coup, je sais où m'arrêter, et d'un seul coup, même s'il n'a pas de troubles sémantiques, il aura des troubles de mentalisation. Donc, à partir d'auto-évaluation, etc., etc. Du coup, je m'arrête, du coup, j'ai plus de problème de perforante, du coup, ils vont tous bien. Deuxième chose, j'en ai parlé ce matin aussi, modification comportementale. Il y a vraiment un patient que j'ai rendu sévèrement dépressif. Il n'est jamais plus sorti de chez lui alors qu'il n'était pas aphasique hémiplégique et que les scores cognitifs n'étaient pas mauvais. Vraiment la dépression majeure. J'avais coupé l'IFOF à droite. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Maintenant, je demande test de neurones miroirs, empathie, mentalisation, vous l'appelez comme vous voulez, cognition sociale. Je ne dis pas que ça reflète la vérité absolue, je dis juste que ça me donne la limite qui me permet de dire j'ai pas tout compris dans les mécanistiques, mais je sais où m'arrêter. Le cerveau me parle, il me dit va pas plus loin, tu vas faire une bêtise. Du coup, vous pouvez voir, retour au travail, finalement, en étant jeune, on est assez reproductif si on passe à travers le cerveau, puisque 82% de retour au travail, enfin, ça fait quand même près de 20% de patients qui ne sont pas revenus à une vie active à l'époque. Maintenant, je suis à 96%. Oui, mais c'est au dépend de la qualité de l'ablation tumorale du faux. Non, c'est la même. Et c'est ça qui est extraordinaire. De toute façon, on va quand même laisser ce qui infiltre le faisceau, l'espace perforant antérieur. Une série de collègues français contents d'avoir une IRM péropératoire que vous ne pourrez jamais vous offrir. Et ils disent, on est content. 45% de retour au travail. Moi, je vous propose de le faire for free. 95% de retour au travail. Vous préférez quoi pour vos patients? Mais mon problème, c'est que je ne suis pas bankable. Les laboratoires même pas. Les résultats aussi, épilepsie, puisque finalement, on fait quand même de la chirurgie de l'épilepsie, surtout dans les gliomes de Wagrad, puisque 85 à 90% du temps, en dehors des incidentalomes dont je vous ai parlé, je pense que c'est un biais de recrutement montpelliérain, c'est des crises. Et l'impact est de la chirurgie de 80% à peu près, mais en sachant que plus vous enlevez, et je ne rentrerai pas trop dans les détails aujourd'hui du principe de supratotal, au-delà de l'insula, plus vous allez contrôler les crises d'épilepsie, parce que ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est bien les réseaux autour du corps de la tumeur qui sont à l'origine des crises. Donc si vous débulkez de l'intérieur, vous ne changerez pas de façon très significative les crises. Si vous allez au niveau de la zone péritumorale dont j'ai parlé tout à l'heure, non seulement les patients vont vivre plus longtemps, mais ils vont vivre mieux sans crise, si vous le faites selon des limites fonctionnelles. Je vais plus loin. On a été provocateur, mais à une époque quand même où les patients venaient très tard, ça répond un peu à la question de tout à l'heure aussi, et avec parfois 10 crises d'épilepsie par jour, malgré 3 traitements antiépileptiques. Et un jour, ça fait déjà un petit moment, mais un grand chirurgien de l'épilepsie est venu me voir. J'ai enlevé la tumeur insulaire et j'ai enlevé le pôle temporal parce que c'était infiltré, etc. Et le patient faisait beaucoup de crises. Et j'ai failli aller enlever l'hippocampe qui n'était pas infiltré sur l'IRM préopératoire. Et le chirurgien m'a dit « Pourquoi tu fais une chose pareille ?» Pour contrôler les crises. « Mais non, ça ne marche pas comme ça. » D'accord. Donc, pendant un certain temps, je n'ai pas enlevé l'hippocampe quand il n'était pas infiltré chez des patients avec un gliome diffus de bas grade qui était à l'origine d'une épilepsie réfractaire. On est bien dans ce contexte. Les patients continuaient à faire des crises d'épilepsie. Un jour, je lui ai dit « J'en ai marre, j'enlève l'hippocampe. » Plus de crise. Donc, j'ai fait de la chirurgie de l'épilepsie en plus de la chirurgie oncologique. Et là, on m'a dit « Ouais, mais il y a des troubles de mémoire de travail verbal. » Oui, mais s'il n'y a plus de crise d'épilepsie,
on va déjà beaucoup mieux, parce qu'on peut réobtenir le permis de conduire au bout d'1 an, parce qu'on peut se remettre à travailler au moins à mi-temps, et parce que si on n'a plus de traitement antiépileptique, ou en tout cas beaucoup moins, les fonctions cognitives peuvent s'améliorer grâce à la rééducation cognitive et grâce aux mécanismes de neuroplasticité, parce que je rappelle que le principe de la crise d'épilepsie, c'est quand même avoir atteint les limites de la neuroplasticité. Donc, pensez plus au réseau qu'à la tradition neurochirurgicale, y compris en épilepsie. Si vous avez une tumeur, vous enlevez. S'il y a une crise qui est une épilepsie rebelle au traitement médical, vous enlevez les structures temporomésiales dans ce contexte bien spécifique de tumeur paralimbique, on parle bien de ça. L'étendue de l'exérèse n'a rien à voir avec le volume de la tumeur préopératoire. Ça a à voir avec l'infiltration de la connectivité et de l'espace perforant antérieur dans cette localisation. Donc maintenant que je vous ai dit que j'opérais bien, je vais vous montrer mes limites. Et mes limites, c'est la profondeur. Parce que pendant longtemps, on a dit aussi, on a tout dit sur ce que je peux publier. Notamment, ah oui, mais c'est les incidentalomes qui sont tout petits, c'est facile de faire des supratotales, etc. Donc, ça m'a un peu énervé. Et l'année dernière, 2023, j'ai publié le seul article dans toute la littérature des gliomes de Bas-grade de plus de 100 cm3 pour montrer que je savais faire des gros trous. Les résultats sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le fait que ce soit en 2 ou en 3, ça change pas grand-chose. Et ça a été le problème des référés, d'ailleurs, dans Journal Neurosurgery. On a un problème, vos patients, ils vivent quand même longtemps. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont déjà des foyers de gliome de grade 3. Forcément, c'était attendu, puisque c'est la série où les tumeurs sont volumineuses. Donc forcément, il y a plus de risques qu'il y ait déjà des foyers de transformation. Oui, c'est pas ça qui nous gêne, Dufaux, c'est que vous fassiez pas de radiochimiothérapie tout de suite, parce que c'est quand même le protocole. Mais je m'en fous du protocole, je veux que mes patients aillent bien longtemps. Je vais pas leur irradier le cerveau au niveau de la connectivité, alors que c'est là qu'il faut s'arrêter, puisque c'est la limite de la neuroplasticité. Ah oui, on n'avait pas vu les choses comme ça. Alors c'est à peu près comme ça que j'ai répondu. Du coup, l'article est quand même passé, mais ils ont dit il faut que vous l'expliquiez, parce que c'est pas bien de pas faire comme le protocole du New England. Vous aurez le choix. Ou vous vous adaptez, ou vous appliquez des protocoles. Vous avez maintenant la médecine individualisée à la carte ou la médecine des organigrammes. Ça, c'est pour les plus jeunes. Moi, j'ai choisi depuis longtemps. Il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Hippocrate. Je pense qu'ici, voilà, vous avez le sens de la tradition. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle à l'époque. Donc, attention. Donc, attention aux limitations. Et moi, ce que je ne sais pas faire, c'est aller chercher la partie, justement, de la zone 2, selon Nader et Mitch, à savoir, du côté a fortiori, où il y a le langage, s'il n'y a que ça, parce que de temps en temps, quand même, ça peut répondre aussi à gauche, comment faire pour aller chercher la partie toute postérieure de l'insula quand elle remonte? Il faudrait un endoscope courbe. Je vous invite à faire ça si vous avez des endoscopes. Je pense que vous en avez. C'est pas un problème de matériel, c'est un problème de je suis trop vieux pour que ma plasticité en termes d'imagerie mentale me permette d'utiliser l'endoscope souple et qui soit courbe à la fin et que je regarde sur un écran et que j'ai cette fiabilité-là parce qu'à mon âge, je peux pas apprendre à faire ça. J'ai essayé, j'y arrive pas. Mais vous, vous êtes jeune. Alors faites-le. Et comme ça, vous enlèverez plus que Mitch et Hugues. C'est pas compliqué. De notre côté, comme j'ai horreur de perdre, je me suis dit, je vais quand même essayer de passer à travers les opercules, mais cette fois-ci en région pariétale, pour aller chercher la partie toute postérieure. Ou bien à travers le gyrus temporal supérieur, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, verniqué. Si vous préservez la connectivité, vous y arrivez. À condition de préserver justement la connectivité sous-corticale. Et là, vous devez voir dans votre imagerie mentale les faisceaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le faisceau longitudinal supérieur, la partie 3 qui intervient dans la boucle articulatoire, le faisceau arqué, la partie toute postéro-supérieure qui intervient dans la connectivité qui sous-tend la phonologie et la répétition, le faisceau fronto-occipital inférieur plus basalement situé tout autour dans le fameux isthme décrit par Ribas Perefice, et donc qui intervient dans la sémantique verbale, non verbale en fonction du côté, les radiations optiques, si jamais vous les préservez par l'arrière, puisque là, c'est pas que la
boucle de Meyer, vous risquez de générer une hémie aussi latérale homonyme, et évidemment, le faisceau cortical avec latéralement la partie somatosensorielle qui fait que souvent, quand le patient est réveillé, que vous stimulez, il va dire « Ah, j'ai ressenti une douleur ». C'est bon, j'ai compris, je suis au contact de la partie toute latérale du bras postérieur de la capsule interne. Il faut que je m'arrête. Vous voyez, je suis allé vite dans la description des différents points. J'espère que vous les avez dans votre imagerie mentale maintenant. Sinon, vous ne pouvez pas opérer. Mais apprendre ça, c'est finalement apprendre la base de la chirurgie du cerveau. Ouais, mais vous laissez quand même bien souvent de la tumeur du faux. Ben oui, chaque fois que c'est fonctionnel. Ben comment ils font pour vivre aussi longtemps? Parce que je vais avoir de perdre, je l'ai déjà dit, donc je vais revenir. Et 4 à 5 ans plus tard, dans le cadre de gliome de Bas-grade, et surtout si on les a pas irradiés, parce que la radiothérapie de la connectivité, c'est pas bon pour la cognition, alors la tumeur va continuer à évoluer, et soit elle diffuse vraiment de façon trop importante en profondeur, et là on fera de la chimiothérapie, et pas des rayons, même sur un astrocytome, vous avez vu la médiane de survie, soit elle va revenir un petit peu plus sur place, et là je vais réopérer. Et ma surprise est que finalement, dans l'insula spécifiquement, c'est pas plus dangereux de réopérer. À condition que le patient n'ait pas été irradié. Parce que pour le coup, faire une dissection sous-piale après de la radiothérapie, alors là, c'est vraiment l'enfer. De toute façon, réopérer après une radiothérapie, c'est l'enfer, comme vous le savez tous, quel que soit. Donc, protégez vos patients des radiothérapeutes. Et ça va les aider à vivre plus longtemps et mieux. Du coup, comme on nous a demandé comment vous savez qu'on réopérait spécifiquement dans l'insula les structures paralimbiques, c'est ce dont on parle, on a écrit un article là-dessus dans le journal Neurosurgery il y a 2 ans pour dire les réinterventions, est-ce qu'elles sont faisables ou pas? Et vous imaginez bien que dans le premier cas, la figure AB, ça diffuse tellement que évidemment vous n'allez pas réopérer ou alors vous allez faire une exérèse partielle et vous servirez à rien, sauf si le patient à une épilepsie rebelle au traitement médical et que vous puissiez enlever les structures temporomésiales qui vont l'aider non plus oncologiquement mais fonctionnellement, ça se discute. Ou bien il y a une tendance à suivre le faisceau inciné, et ça aujourd'hui on en a tous parlé, y compris dans le topo du professeur Fried où il a bien parlé de l'amygdale et l'interconnexion, comme vous aviez parlé du gyrus angulaire antérieur. Donc ça veut dire que finalement, ce faisceau inciné nous ramène de part et d'autre vers le default network, vers les structures, là pour le coup, vraiment limbiques. Donc la tumeur adore migrer comme ça. Mais finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Je préfère qu'elle fasse ça. Parce que si elle va dans l'espace perforé et la connectivité profonde, l'IFOF, l'Arcuate, vous aurez aucune chance. Si elle suit le faisceau inciné, si au début vous avez fait une exérèse fronto-operculo-insulaire parce que la tumeur n'infiltrait pas encore le lobe temporal, si elle continue dans le lobe temporal, 5 ans plus tard, vous reviendrez, vous pourrez l'enlever, ou vice-versa. Et il y en a beaucoup qui font ça. Donc le suivi, c'est exactement en gros ce que vous avez vu tout à l'heure, même pour les insulas. En d'autres termes, il n'est pas plus dangereux de dealer avec l'insula qu'avec les autres localisations parmi les 950 et les 600 donc, que je viens de rapporter parce qu'on a sélectionné les IDH mutés pour être en accord avec leur nouvelle classification et que comme ça on puisse être publié. Sinon, oui, mais c'est pas vraiment des gliomes de Bas-grade. Bien sûr, c'est des lower grade gliomas. Puisque ça, on l'avait dit il y a 20 ans, si vous commencez à faire des lobectomies et que votre anapathe est l'habitude, si vous découpez, vous trouverez quasiment toujours un foyer qui commence à se transformer. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Surtout, n'allez pas faire un traitement complémentaire abusivement si vous avez fait une exérèse complète ou supratotale. Et c'est vrai aussi pour les insulas. Pourquoi pas? Donc l'insula est finalement une zone comme une autre. C'est ça ma conclusion, avec ces chiffres à la clé. Pas juste parce que j'ai envie de dire que, parce que c'est vrai, et parce que des plus jeunes l'ont reproduit, notamment à la Riboisière, mais également Nader Sané, qui a de meilleurs résultats que quand c'était finalement son maître Spletsler qui opérait, mais parce qu'il a changé la façon d'opérer. Et je parle en général de Nader parce qu'il a un excellent programme qui montre sa pente, sa courbe d'apprentissage ces 10 dernières années. Et il adore dire, au début j'avais un petit peu de mal, mais ensuite j'ai switché parce que j'ai un peu oublié que je dealais avec les vaisseaux, et puis d'un seul coup, les choses se sont améliorées de façon spectaculaire.
Est-ce que vous préférez poser là-dessus des questions, regardez maintenant les films, parce qu'il peut y en avoir 1, 2, 3, c'est comme vous voulez. J'ai tout fait pour être plastique, modulable, en fonction des aspects, chirurgicaux, mais également de la temporalité. Et je me retourne vers les présidents de ce comité. Ben voilà, le premier cas clinique, donc, il se trouve en l'occurrence que c'est une collègue, qui a fait une crise d'épilepsie, collègue médecin, en l'occurrence à 34 ans, un chef de clinique, et qui m'a dit, première chose, est-ce que je vais pouvoir continuer ma carrière en tant que médecin? Donc c'était pas, est-ce que c'est une tumeur, est-ce que vous pouvez m'opérer, est-ce que vous allez me rendre aphasique hémiplégique, est-ce que je vais mourir? C'est, est-ce que je vais pouvoir devenir senior? Voilà, c'est ça à la carte. Et finalement, j'ai opéré plus d'une centaine de médecins, peut-être un biais de recrutement dans ma carrière. La plupart m'ont posé cette question, on va dire à plus de 90%. Donc, ce n'est pas est-ce qu'on va vers la catastrophe, c'est je veux continuer ma vie active. Donc, qu'est-ce que vous feriez en sachant qu'on lui a quand même fait un bilan neuropsychologique qui a montré qu'elle avait déjà quelques petits troubles de mémoire de travail verbale et de fluence verbale. Ce qu'on peut comprendre avec une infiltration frontotemporan-insulaire, déjà un volume de plus de 100 cm3 sans prise de contraste. Qu'est-ce que vous faites si c'est vous ou votre collègue face à vous, pour les plus jeunes? Oh. Bien, Allez, on va montrer un court film. Juste pour vous montrer la façon que j'ai de continuer à faire des volets un tout petit peu plus larges, parce qu'on n'a jamais été d'accord sur ce point avec Mitch Berger, qui a dit qu'un mapping négatif suffisait. Attention, pour ceux qui commencent la chirurgie éveillée, ça rassure quand même énormément de trouver des épicentres positifs, parce que justement, ça répond à la question de, on est sûr d'avoir les bons paramètres chez ce patient à ce moment-là. Donc, j'en reviens à 60 Hz, 2 à 3 milliampères, et ça me suffit largement à chaque fois. C'est pour ça que j'ai pas de crise péropératoire, vraiment pas, et que les rares fois où ça m'est arrivé, ça a été des partiels, j'ai mis du sérum froid et on est reparti. Donc, le taux de chirurgie éveillée que j'ai dû interrompre prématurément parce que ça se passait mal sur plus de 1200 chirurgies, là je compte les réinterventions, est de 0. Maintenant, on a identifié non pas évidemment la région de Broca, puisqu'elle n'existe pas, mais le 5, qui est le cortex dorsolatéral préfrontal, qui est la jonction entre la partie donc voie ventrale, voie dorsale. Vous devez l'imaginer maintenant dans votre imagerie mentale, sinon voilà, les cours de ce matin ne servent à rien. Et derrière le cortex prémoteur ventral, 1, 2, 3, qui est au niveau de la partie latérale du gyrus précentral, mais qui n'est pas Brodmann Area 4, mais 6, comme vous l'avez bien dit ce matin, quand c'est latéral, ça veut dire ce n'est pas du gyrus précentral en termes de motricité, c'est du cortex prémoteur ventral qui fait que quand on vient stimuler, ça donne ce qu'on appelle dans la littérature communément le speech arrest. Me dire, vous voyez que vous coagulez du faux. Ah oui, mais j'ai coagulé en surface, parce que là, je sais que c'est un vrai mapping négatif. Et parce que le patient, de l'autre côté, il est en train de bouger, d'associer un test d'association sémantique, de dénommer, de s'auto-évaluer, etc. Et vous voyez que ce matin, quand on parlait de toutes ces veines, de tous ces vaisseaux, etc., je les vois jamais. Et je coagule jamais, parce que je fais une dissection sous-piale. Et très vite, je vais arriver au niveau de la surface de l'insula, qu'on n'oublie pas. En ayant finalement, non pas enlevé la partie orbitofrontale et la pars triangularis, en m'arrêtant vers l'arrière au niveau du dorsolatéral préfrontal, on a compris pourquoi, non pas en débulkant de l'intérieur, mais en faisant le tour, en déconnectant. Et à partir de là, vous voyez qu'il suffit aussi de mettre en coton, c'est quasiment du temps réel, on n'a rien coupé, et vous avez l'hémostase.
vous n'avez jamais à coaguler. Elle me dit, oui, mais c'est parce que c'est un gliome de bas grade. J'ai fait exactement la même chose cette semaine devant témoin sur un gliome de haut grade, un vrai glioblastome, en faisant le tour, au contact de la vallée sylvienne, plus postérieurement, et au contact de l'insula postérieure. Il n'y a aucune raison que ça ne s'arrête pas de saigner en profondeur, sauf si vous avez un glioblastome qui va déjà dans l'espace perforé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets l'écarteur sur le sillon circulaire, insulaire. L'insula est là. Ça, c'est la surface. Et là, on va mettre l'écarteur pour justement ne pas avoir à coaguler non plus. Je ne passe pas à travers la pymère. Je soulève, voilà, le sillon circulaire supérieur. Et derrière, il y a l'isthme, avec tous les faisceaux que vous devez vous imaginer. Et c'est là où sera le danger. Mais je n'ai jamais besoin de coaguler. Je le fais sans microscope, j'ai de bonnes lunettes, comme j'ai l'habitude de dire. Toute la question sera où s'arrêter en profondeur. Et c'est là où, évidemment, la solution est, on va stimuler, une fois qu'on aura évidé l'insula de l'intérieur. Là, vous voyez, on a un jour magnifique. Vous allez me dire, oui, mais il y avait une grosse tumeur. Mais il y a souvent des grosses tumeurs. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, vous pouvez vous engouffrer, voilà, dans l'insula, faire la dissection soupiale, et jamais vous ne serez au contact des vaisseaux, parce que les vaisseaux, ils sont au-dessus, avec les branches, les fameuses M1, la bifurcation, au niveau de l'apex de l'insula que j'ai enlevé de l'intérieur, les M2, et puis après M3, M4, je m'en moque, parce que je sais qu'il peut y avoir des longues perforantes, mais je ne vais pas y toucher. La meilleure preuve, je coagule jamais. Et là, par contre, c'est où est-ce que je m'arrête en profondeur? C'est simple, on va stimuler. Mais avant, je vais enlever un tout petit peu de gyrus temporal supérieur pour faire le lien avec l'autre côté, voilà. Et ça va suivre le faisceau inciné. Sauf que là, on a accepté de le sacrifier, puisque de toute façon, il y avait de la tumeur déjà en orbitofrontal. Et là, je stimule le faisceau fronto-occipital inférieur. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah, paraphasie sémantique. Ok, j'ai compris. Je m'arrête. Je n'ai jamais coagulé depuis la surface. Alors, si jamais vous avez des douleurs, ça peut arriver. Là, on est vraiment très, très pratico-pratique. Lorsque vous êtes au contact des vaisseaux, même à travers la pymère, juste mettre l'écarteur. Le truc, c'est évidemment de changer la façon dont vous opérez en fonction du fait que le patient est réveillé. Mais vous n'avez pas besoin de faire une dissection soupiale au contact de la vallée sylvienne chez un patient éveillé. Ce que vous voulez, c'est connaître les limites postérieures, supérieures, profondes, la connectivité. Donc, vous déconnectez et vous finissez sous anesthésie générale d'enlever éventuellement deux lobes, mais qui ne sont plus communicatifs avec le reste du cerveau. Et ce n'est pas de la tumeur que vous enlevez, c'est bien une partie du cerveau déconnectée. Et là, vous pouvez le faire sous anesthésie générale, une fois que l'anesthésiste a réintubé, il a juste besoin d'un glidescope. Vous avez besoin d'un endoscope pour qu'il intube, de diprivan et de rémifentanil. Et c'est pas très cher quand même. Voilà l'image post-opératoire, avec bien entendu un petit résidu au niveau de l'espace perforé antérieur et de la connectivité, où vous pouvez voir la capsule externe dont on parlait ce matin en coupe coronale, dans laquelle chemine le faisceau fronto-occipital inférieur, puisque la patiente m'a dit « je veux revenir à ma vie active, être médecin ». Depuis, elle est devenue PH, elle est senior, et elle mène une vie totalement active, sans qu'on ait eu à la radiothérapie avec 10 ans de recul. Je vous montre une autre vidéo, parce que c'est à peu près le même principe, mais cette fois-ci, pour que vous fassiez, peut-être d'un point de vue technique, là c'est technique maintenant, après vous m'interrompez quand vous voulez. Le grand volet, avant de réveiller, j'infiltre la durbure systématiquement dans ces localisations-là. Du coup, pas de douleur. Du coup, le taux de chirurgie qu'on a dû interrompre, éveillé, 0, etc., etc. Du coup, l'ouverture un petit peu large, vous voyez, comme tout à l'heure, puisque c'est un frontotemporal insulaire gauche à nouveau. Vous pouvez utiliser l'échographie ou pas. En général, je le fais juste parce qu'il y a des visiteurs et comme ça, je leur montre qu'on a l'équivalent de l'IRM péropératoire. Donc, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas crucial. Si vous l'avez,
c'est pas si cher à l'échelon d'un service de neurochirurgie parce que 10 minutes après, si quelqu'un a crié au secours dans l'autre salle parce qu'il n'arrive pas à trouver le cavernome qui a 1 centimètre de profondeur, vous lui envoyez l'écho. Là maintenant, je voulais vous montrer le complément, c'est-à-dire le patient qui est bien en train de parler, de bouger, tester en temps réel, toutes les 4 secondes, sans arrêt. S'il commence à s'arrêter, attention, ça veut peut-être dire que certes, il est fatigué, mais la fatigue a une relation, un corrélat, un substrat anatomo-fonctionnel lié notamment aux fonctions exécutives. Bon, là, on s'est contenté de dénomination. Il n'y avait pas directement de test d'association sémantique parce que le patient a un relativement bas niveau d'un point de vue cognitif. Donc, c'est à la carte aussi. En l'occurrence, il est camionneur. Et c'était pas bon qu'il fasse des crises d'épilepsie. Ça, c'est autre chose. Et vous voyez qu'en temps réel, donc, de l'autre côté du champ, vous entendez en permanence ce qui est en train de se passer grâce à éventuellement un micro. Ça veut dire que j'analyse par moi-même. Il faut que vous fassiez du multitasking au bloc opératoire. C'est pas juste écouter l'orthophoniste ou le neuropsychologue qui vous dit oui, non. C'est vous dire vous-même, là, il a une augmentation de temps de réaction. Ah, là, il y a eu un petit problème dans l'articulation. Je sais où je suis, c'est la voie dorsale, c'est le FAT qui se rapproche de l'entrée striatale du FST. Là, il y a eu un problème dans... comme je suis en train de faire, l'hésitation. L'hésitation me suffit, non pas forcément pour m'arrêter, mais pour me dire je vais stimuler, etc., etc. À nouveau, je repasse à travers le gyrus frontal inférieur, gauche, du côté dit dominant. À nouveau, je peux coaguler la surface, puisque ça n'est que la surface, mais après, vous verrez que plus jamais je n'utiliserai la coagulation bipolaire en profondeur. Parce que là, de toute façon, vous savez que c'est une cartographie négative. À nouveau, vous êtes en train de, à chaque instant, vérifier que le patient est capable de faire le multitâche. Et je réinsiste quand même dans les 4 secondes. S'il allonge le temps de réaction pour avoir juste à dénommer tout en continuant à bouger, ça veut dire que vous avez un problème des fonctions exécutives. Or, les fonctions exécutives, finalement, c'est la boucle qui va dans le cortex dorsolatéral préfrontal, ici, avec l'IFOF qui arrive là, et le SLF qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, vous savez où stimuler. On me demande souvent, mais vous stimulez pas tant que ça. Ben non, parce que je sais où je suis. Et quand je vais avoir ce doute, quand il va augmenter les temps de réaction, je vais stimuler à ce niveau-là. Bon, là, accessoirement, ce qu'on est en train d'enlever, vous l'aurez remarqué, ça s'appelle la pars opercularis du gyrus frontal inférieur gauche. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, la région de Broca, excusez-moi, j'avais oublié. Ben, le patient, lui, il n'est pas au courant. Donc, il continue à bouger, à parler, à tout faire. Et je suis en train là d'enlever la pars triangularis en dissection, comme vous voyez, sous-piale. Ça ne saigne pas. Et sincèrement, en 10 minutes en faisant ce que je fais là, vous êtes sur la surface de l'insula, sur le pont insulaire antérieur, qui vous donne un magnifique jour, parce que du fait de la position opératoire, vous allez pouvoir vous engouffrer dans l'axe de l'insula qui suit évidemment la vallée silienne. Voilà, ça c'est la pars opercularis, le fameux pied de F3. Sauf que le patient, il n'est pas au courant. Il n'a pas lu les ouvrages de neurologie anciens, donc il continue à dénommer, à faire du multitâche en 4 secondes. Et du coup, vous avez un magnifique jour tout en enlevant quand même de la tumeur qui est infiltrée là. Et là, vous pouvez aussi enlever la partie orbitofrontale, ou maintenant, ou plus tard. Parce que sur la base, ça peut lui faire mal. C'est pas grave. Cette partie orbitofrontale qui reste, elle est déconnectée. Donc, même si je l'enlève parce que le patient est trop fatigué sous anesthésie générale, c'est bon. Vous voyez, je vais tout faire pour faire le tour le plus rapidement possible. Et là, on commence à voir d'ailleurs qu'il a un petit problème de multitâche. Et d'ailleurs, l'orthophoniste me dit, attention, il a un petit peu de mal à continuer à rester attentif. Donc, on voit que j'accélère mon geste en disant, il ne va pas tenir très longtemps, il faut vite que j'arrive sur la surface insulaire. Donc, on le restimule aussi, parce que les aspects psychologiques sont critiques. On dit, allez-y, travaillez, j'ai encore besoin de vous pendant 20 minutes approximativement. Il faut aller vite, hein, c'est de la Formule 1 par contre. Vous ne pouvez pas passer votre journée à enlever une insula comme ils font à Boston, en faisant des IRM péropératoires toutes les 10 minutes, là, hein, et qui sortent à 19 heures. C'est pas possible, parce que le patient ne va pas tenir. Là, vous prenez l'écarteur, et l'écarteur soulève, comme vous l'avez vu tout à l'heure, finalement le sillon circulaire supérieur. C'est toujours le même principe. Le voilà. Vous voyez les vaisseaux ici? Ça, c'est le sillon circulaire supérieur. Vous mettez votre écarteur là, vous engouffrez en passant dessous,
parce que vous êtes dans l'insula. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, ça ne va pas saigner, parce que tous les vaisseaux sont au-dessus de vous. Alors par contre, il faut que vous rétractiez vous-même. Personne ne peut tenir. Vous ne pouvez pas mettre un bras à la Yazarguil. Il faut sentir vous-même toute cette structure, si je puis dire, parce que vous avez tous les vaisseaux de la vallée silienne. Si vous tirez un tout petit peu trop, alors évidemment tout s'arrête. Mais il n'y a aucune raison, même moi j'arrive à le faire. Donc en général, là, ça veut dire que c'est pas très 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 compliqué. Donc vous voyez que là, je ne touche aucun des vaisseaux. Voilà, je les dissèque en passant tout autour. La dissection soupiale, c'est ça. Et ensuite, vous remettez l'écarteur et ensuite, vous avez un jour magnifique. Ne jamais coaguler. Là, comme ailleurs, jamais. Je ne coagule jamais dans le cerveau, sauf éventuellement la surface corticale. Quoique ces temps-ci, en vieillissant un peu, c'est plus un exercice de style. Il m'arrive parfois de ne jamais utiliser la coagulation, même en surface, et de dire à la fin de la chirurgie devant les visiteurs, voyez, je l'ai utilisé 0 fois, vous n'avez même pas besoin de coagulation. Juste un aspirateur. C'est tout. Bon, je pense que vous avez compris le principe maintenant. On va s'enfoncer un petit peu plus. Le gyrus temporal supérieur, puisque c'est un frontotemporon insulaire. Là aussi, ne jamais coaguler les veines, dont dissection soupiale. Ça, c'est pas compliqué à faire. Vous voyez que ça saigne pas. De temps en temps, vous pouvez avoir un petit saignement veineux. Vous mettez un coton, vous laissez un surgicel. Ça s'arrête tout seul, il n'y a pas de problème. Là, on voit que le patient commence à être fatigué, donc je reviens vers l'avant. On me dirait, là, il ne travaille pas, pourquoi vous continuez? Parce que je ne vais pas dans les zones profondes. Là, je suis en train d'enlever la partie orbitofrontale en me disant, j'espère qu'il va pouvoir m'aider, mais on voit bien qu'il est crevé. Allez, j'ai besoin de vous pendant 5 minutes de plus pour pouvoir stimuler. Et s'il ne peut pas, je m'arrête et je préfère laisser un peu de tumeur. Mais ce que je suis en train d'enlever, de toute façon, c'est déconnecté. Il dit, allez, si je m'y remets un tout petit peu, parfait, super, on va bientôt s'arrêter là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? La stimulation au niveau de la voie ventrale sémantique, toujours pareil, qui est latérale par rapport à l'espace par-front antérieur, et vers l'arrière, le noyau lenticulaire, un peu plus postérieurement. Voilà, on voit qu'il a très légèrement, il a manifesté en disant, là, ok, plus de son, plus d'image, j'ai compris, on s'arrête. Vous voyez que c'est finalement, entre guillemets, assez simple, puisqu'on est bien au contact de la capsule externe, comme on l'a fait tout à l'heure. Et c'est d'une reproductibilité sur 300 patients. Et enfin, la dernière illustration, parce que celui-là est encore plus bulky dans l'insula lui-même, sinon vous allez dire le premier c'était trop facile, parce qu'il y avait une infiltration très importante au niveau du lobe frontal. D'accord, on va faire exactement la même chose. Et ensuite, on pourra ouvrir la discussion, je pense que je ferai à peu près dans les temps. La cartographie, et que ça se ressemble à chaque fois quand même. Donc, évidemment, il y a la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle, et c'est pour ça qu'il faut s'adapter à chaque patient. Mais je veux dire, en tant que chirurgien, quand on a l'habitude de le faire plusieurs fois par mois, voire par semaine, c'est pas beaucoup plus compliqué que pour les chirurgiens vasculaires que j'admire. J'en suis incapable de clipper, on en parlait hier, un anévrisme carotido-ophtalmique géant. Moi, je suis incapable de faire une chose pareille, mais s'ils le font toutes les semaines à l'automne à Phoenix, finalement, je comprends tout à fait. Mais par contre, je vous invite évidemment à le faire régulièrement. Si c'est une fois par an, vous allez vous dire l'année suivante, ah oui, c'était comment déjà? Alors que là, au bout de 3 films, je suis sûr que vous dites, finalement, on a compris, c'est toujours pareil. Voilà. Sauf que c'est jamais pareil, mais que ce sont des modulations, alors que le principe reste exactement le même. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est le cortex prémoteur ventral, ce n'est pas la région dite de Broca, c'est la BA6, etc., etc. Là, le patient est en train de faire les tests. Qu'est-ce qui se passera? Rien. Vous avez compris. Donc maintenant, on va rentrer dans... Voilà, le dorsolatéral préfrontal. Vous voyez que c'est jamais le pied de F3. Ça vous laisse 2 cm au-dessus de la vallée cilienne, dans tous les cas. Maintenant, on rentre, voilà, coagulation à ce niveau-là, si vous voulez, ou encore une fois, vous pouvez presque l'éviter. Ensuite, la dissection soupiale au contact de la vallée cilienne, c'est toujours pareil, voilà. Vous passez à travers surtout la pars triangularis, un petit peu de pars opercularis vers l'arrière, tout l'orbitofrontal qui partira ou pas. Et là, je suis déjà en surface de l'insula. Ça y est, on y est arrivé. Vous voyez les vaisseaux? Ça, c'est le sillon circulaire supérieur. Il a une réalité anatomique. C'est pas juste, oui, je l'ai lu dans des livres. Vous mettez l'écarteur dessus, vous rentrez dans l'insula, il n'y a plus rien qui saignera.
Et là, vous avez la partie la plus bulky, puisque dans ce troisième exemple, c'était essentiellement une tumeur insulaire. Donc, je vous fais grâce du reste, c'est de la chirurgie où je ne coagule jamais. Et voilà la partie bulky qui est en train de sortir. Et là, c'est de la dissection sous-piale en se retrouvant finalement sous la bifurcation sylvienne qui, pour les plus jeunes, est en regard du sillon temporel supérieur. Elle n'est pas en regard de la vallée sylvienne. Elle est plus basalement située. Et vous voyez, vous avez quasiment la tumeur presque monobloc, j'allais dire, qui est en train de sortir. Donc, si vous aimez à ce moment-là la chirurgie plus classique, de toute façon, vous faites comme vous avez l'habitude, ou vous débulquez, ou vous faites l'ablation de la vaste majorité. Je ne sais plus si j'ai zappé peut-être le moment où je la sors. On va laisser, il reste juste 2 minutes. Voilà, vers l'avant, là, vous êtes au contact du faisceau fronto-occipital inférieur qui se termine dans les terminaisons préfrontales et avec une terminaison dans le 5, le dorsolatéral préfrontal. Vous vous souvenez, la diapositive où je vous ai dit, il y a une partie superficielle, une partie profonde, les terminaisons corticales ne sont pas les mêmes. Je dis oui, bon, c'est des neurosciences. Non, c'est exactement ça que je suis en train de penser quand je regarde juste le film. Je vois très bien ce que je suis en train de penser. Et ça marche comme ça, puisqu'à la fin, vous stimulez et vous avez les troubles sémantiques ou la jargonophasie ou les persévérations. Bon. Et là-bas, évidemment, vers l'arrière, vous avez la face latérale du noyau lenticulaire où quand vous stimulerez, il y aura des troubles articulatoires. Et tout ça, vous le faites en à peu près 40 minutes en temps réel. Voilà. L'insula sort, littéralement. Là, je risque plus rien, puisque en profondeur, j'ai déjà passé l'aspirateur, je sais que je suis au contact, voilà. Voilà la tumeur insulaire. Ah, c'est énorme, ah, c'est très difficile, ah, ça saigne beaucoup, ah, il y a des vaisseaux partout. Oubliez tout ça. Oubliez. Vous changez le concept, ça devient simple. Et au fond, là-bas, par contre, attention, la voie ventrale sémantique. D'accord, on a bien compris. On finit de l'extraire, on stimule, on entend sémantique, on ferme. Pas de neuronavigation, pas d'IRM opératoire, pas d'électrophysiologiste, pas d'IMF, pas de DTI, pas de microscope, pas de coagulateur, même pas de CUSA. Vous avez raison, j'ai horreur du CUSA. Oui, parce que le CUSA, vous avez bien fait de le dire, j'oublie, c'est tellement naturel pour moi que c'est une distorsion mécanique normale, hein, les ultrasons. Donc ça veut dire que ça va diffuser bien avant que vous ne soyez sur le faisceau. Donc ça va donner des troubles du style paraphasie sémantique qui vont vous pousser à vous arrêter plus tôt, alors qu'en fait, vous n'êtes pas encore sur le faisceau, puisque ça diffuse. Alors que la stimulation entre 2 et 3 milliampères, vous êtes, par définition, selon la règle de 1 milliampère à 1 millimètre, vous êtes à peu près à 2-3 millimètres du faisceau. Donc vous êtes très proche. C'est pour ça qu'en fait, j'en laisse beaucoup moins. En n'utilisant pas toutes ces... Voilà l'insula qui sort. Bon. On cartographie les fibres profondes. Vous voyez que ça s'arrête de saigner tout seul. Enfin, vous mettez un coton. Bon, après, vous pouvez finir en orbitofrontal déconnecté. Et là, vous attendez à... Si c'est la face latérale du noyau lenticulaire, trouble articulatoire. Si c'est l'IFOF, trouble sémantique. Si c'est la voie dorsale, speech arrest au niveau du FAT, qui vient de l'aire motrice supplémentaire qui va dans la région du cortex prémoteur ventral. Vous avez compris le principe. Je n'insiste plus, je vous montre l'IRM post-opératoire avec toujours, pareil, la limitation au niveau de la capsule externe. Le message est très simple. Si vous réussissez à le faire 350 fois en ayant 2 problèmes, vous devez pouvoir y arriver. Donc, c'est un message positif et d'espoir que je vous donne. Bon courage. Merci.